Et avec nous pour ce club des deux constitutionnalistes. Alors une pour le moment, qui nous fait plaisir d'être à l'heure. Bonjour Anne-Charlotte Mézina. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Benjamin Morel qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et on va avoir besoin de vos éclairages, Anne-Charlène. En cette période d'incertitude, que se passe-t-il si aucun parti n'obtient la majorité absolue dimanche? Est-ce qu'on risque une assemblée ingouvernable, une crise de régime? Quid du gouvernement? Bref, est-ce que l'idée aussi d'une coalition peut marcher? Vous allez répondre à toutes ces questions qui sont nombreuses. Et Yann, vous allez tenter de nous dire à quoi pourrait ressembler l'Assemblée. Oui. Ah bah c'est tout, c'est un teasing très très court. Ah, je le croyais. Ok, merci. Allez, on ouvre ce club spécial législatif. Et durant cet entre-deux-tours, on vous emmène voir la campagne des candidats sur le terrain. Aujourd'hui, direction la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir. C'est celle d'Olivier Marleix, celui qui était patron du groupe LR à l'Assemblée nationale. Au premier tour, il a été distancé par le candidat du Rassemblement national, mais dimanche, il pourrait bien bénéficier du désistement de la candidate du nouveau Front populaire. On regarde ce reportage de Cécile Sixou et Jonathan Dupriez. Sa campagne d'entre-deux tours, Olivier Dubois la passe à tracter sur le parvis des gares au petit jour. Bonjour monsieur, pour les élections, très bonne journée. Ce patron de PME de 55 ans, au RN depuis 2015, est arrivé en tête dans la deuxième circonscription de l'Eure-et-Loir avec plus de 38% des voix. Pas peu fier de son score, ce novice en politique reste concentré en vue du second tour. Il faut aller chercher les voix une par une. Une par une. Ça ne passe pas à tous les coups. Un peu d'information pour les... Très bonne journée à vous. Mais parfois ça marche. Ce jeune homme, un peu pressé, a déjà voté pour lui au premier tour. Loupez pas votre train et à dimanche alors. Et vous allez revoter pour Olivier Dubois dimanche? Pourquoi pas. Pour faire campagne, Olivier Dubois a surfé sur la popularité de Marine Le Pen et Jordan Bardella, dont les visages occupent la quasi-totalité du tract. Car dans l'Eure-et-Loir, personne ou presque ne le connaît. Lui se défend de tout parachutage. Ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, c'était pratiquement la seule critique qu'ils avaient contre moi. Je fais partie de la fédération du Rassemblement national de l'Eure-et-Loir depuis plus de 2 ans. Deuxièmement, j'ai travaillé à Dreux. C'est un secteur que je connais. Et en plus, j'ai des attaches familiales. Pour l'emporter, Olivier Dubois devra terrasser un baron local, le LR Olivier Marleix, arrivé deuxième, près de 13 points derrière le RN. Une position délicate, sauf qu'Olivier Marleix peut compter sur les voix de Nadia Favris. La candidate Nouveau Front populaire est arrivée seulement 157 voix derrière lui. Mais devant le péril RN, cette socialiste responsable du PS à Dreux s'est immédiatement désistée au soir du premier tour. Même avec un petit écart, on s'est dit, position 3, on ne prend pas de risque. C'est pas un cadeau qu'on fait à M. Marleix, c'est un cadeau qu'on fait à la République. Nadia Favris a même clairement appelé à voter Olivier Marleix pour faire barrage au RN. Un appel qu'elle sait embarrassant pour ce ténor de la droite. Je peux imaginer que le fait de nous avoir traités d'extrême et que le fait de choisir entre le RN et nous, c'était la même chose, et que maintenant, il va bénéficier de nos voix, je pense que c'est un petit peu... Enfin, je ne voudrais pas être à sa place. En cet entre-deux tours, Olivier Marleix se fait donc discret. J'ai une voix pour vous. Bon, merci. Il faut recommencer dimanche. Lorsqu'on le croise, il semble peu enclin à vouloir tendre la main aux électeurs du nouveau Front populaire, dont il a pourtant besoin pour être réélu. Est-ce que vous dites merci à la gauche, là, aujourd'hui, en vue de ce second tour ? On verra si les électeurs se mobilisent ou pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais été dans les combinaisons d'appareils. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut vraiment pas me reprocher, c'est d'avoir été dans les combinaisons un jour ou l'autre. Donc voilà, moi, j'ai toujours considéré que les Français étaient des gens responsables. Chacun prend ses responsabilités. Dans les rues de Dreux, il pourra toutefois compter sur des électeurs de gauche de bonne volonté. Je voterai pour M. Marleix parce qu'il faut faire barrage, au Rassemblement national. Et je sais que M. Marleix est aussi quelqu'un de pondéré, une droite qu'on aime, démocrate. Le duel entre Olivier Marleix et le RN promet d'être scruté le soir du 7 juillet. Malgré ses réserves de voix à gauche ou issues d'Horizon, le député LR sortant pourrait perdre une circonscription qu'il tient depuis 12 ans. Et voilà pour Olivier Marleix, qui est donc dans une situation où il va devoir faire avec les voix de gauche, où il en aura besoin. Anne-Charlène, on le voit, il est
un petit peu gênés par cette nécessité d'apport des voix de gauche. C'est compliqué quand on a été opposé politiquement pendant des mois et de manière assez virulente à l'Assemblée, de devoir dire aux électeurs, eh ben, là, il faut voter comme ça. Je crois, en effet, qu'on a sous-estimé la manière dont ces désistements vont créer quelque chose d'un peu contre nature sur le territoire, parce qu'il y a une campagne de deuxième tour, donc les candidats qui sont dans cette situation sont forcément en porte-à-faux, notamment parce que en fait, cette nouvelle Assemblée ne peut pas complètement s'inscrire en faux contre la première, c'est-à-dire que 2022-2024, ça a laissé des séquelles. On a la réforme des retraites, on a la loi immigration, qui ont été vraiment on va dire même des marqueurs en fait idéologiques des deux camps. Donc aujourd'hui, quand on compose à droite avec les voix de la gauche et à gauche avec les voix de la droite, et puis pas n'importe lesquelles, c'est-à-dire qu'on est vraiment même sur des partis qui eux-mêmes ne s'entendaient pas. Donc il y a vraiment quelque chose de compliqué, je pense, à assumer sur le terrain pour ces candidats. Pour les électeurs, pour les candidats et pour les électeurs aussi. Est-ce que les électeurs, ils peuvent suivre ces consignes? Est-ce que le Front républicain, ça marche encore aujourd'hui? J'en suis pas convaincue. C'est vrai que ce Front républicain, il est parfois considéré comme une forme de confiscation aussi de l'élection. Et ça donne le sentiment que peut-être que les partis n'ont pas toujours réagi en démocrate, en acceptant les résultats des urnes. Et donc j'ai peur un peu que ce type d'arrangement puisse jouer en faveur justement d'une forme d'abstention ou d'un vote encore plus contestataire, puisque c'est vrai que l'opinion est parfois mise en porte-à-faux face à cette alternative qui consiste à dire tout sauf. Est-ce que c'est encore audible par une partie de l'électorat qui a l'air d'avoir une appétence en réalité? La question se pose aussi de ce qu'on fait des 2 tiers qui n'ont pas voté pour le RN. Donc il y a en fait une France tellement fracturée que c'est difficile de suivre les mouvements de l'opinion et de leur donner un sens cohérent, majoritaire. Peut-être que c'est ce mode de scrutin qui nous oblige à des contorsions qui aujourd'hui ne correspondent plus peut-être à l'état de l'opinion. En plus, on est dans un territoire un peu particulier, cette circonscription de l'Eure-et-Loire. Dreux, en 83, c'était un peu l'antichambre du Front National à l'époque, puisque Jean-Pierre Stirbois a fait alliance avec la droite pour conquérir la mairie contre les socialistes. Est-ce que du coup, ça rajoute un peu un caractère particulier sur ce territoire? Je ne suis pas forcément convaincue, puisqu'on a eu des bastions du Parti communiste, Fabien Roussel éliminé au premier tour. Donc on a vraiment le sentiment que le territoire est en train de vivre une véritable mue par rapport à l'installation des uns et des autres. Et le RN réussit une très belle progression dans beaucoup de territoires qui ne lui étaient pas acquis. Donc je ne sais pas si on peut vraiment avoir encore une logique territoriale d'implantation pour certains députés, parce que au fond, il y a une forme de vague qui est en train d'atteindre les territoires, en fait vraiment les localités. J'ai le sentiment que cette élection législative, elle a plus que jamais été territorialisée aussi dans la manière dont les enjeux sont apparus. Et au fond, voilà, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que les consignes de vote sont suivies? Alors, sociologiquement, il y a des études qui ont été faites suivant lesquelles moins c'est clair, moins c'est suivi. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire de ceux de la majorité, c'est qu'on a eu une tendance première le lundi, puis une autre le mardi. Donc, il y a peut-être une grande difficulté pour les électeurs à s'y retrouver aussi. Donc, je ne suis pas sûre forcément qu'on ait la faculté de mettre des plus entre les candidats qui se soient désistés, parce que ça ne me paraît pas aussi automatique. Et peut-être du flou du côté des LR, puisqu'on est chez Olivier Marleix, qui était le patron du groupe. LR, on ne peut pas dire qu'ils aient donné des consignes de vote très claires. Et la question des LR va être centrale. LR, Sénat, évidemment, ils se maintiendront, mais il y a évidemment forcément, pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe, une poutre qui travaille de leur côté, puisque LR en est à un moment historique de sa survie. Est-ce qu'on a vraiment un groupe LR ou deux? C'est la question qu'il faudra se poser. Et on va continuer à en parler. On accueille Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment ça va? On n'a pas du tout vu que vous étiez en retard. Charlène a assuré. En retard. J'ai eu un taxi particulièrement récalcitrant. On va continuer à parler de ce qui va se passer dimanche. On va s'intéresser aux projections pour le second tour, Yann, avec plus de 200 désistements dans l'entre-deux tours. Quelle assemblée se dessine? Oui, il reste moins de 100 triangulaires. Le front anti-RN s'est déployé et la majorité absolue qui semblait évidente pour le RN après le premier tour est désormais plus incertaine. Regardez cette projection en siège de la revue Grand Continent qui tient compte des rapports de force après désistement. On va voir les chiffres dans un instant. Eux, le Grand Continent, ils sont intéressés, ils sont partis des résultats du premier tour de chaque circonscription et ils ont essayé de trouver avec quels reports de voix seraient les plus probables. Et le scénario privilégié est celui de 3 blocs, des blocs très inégaux. Évidemment, tout dépend de la participation et des
reports de voix. Il faut donc prendre ces projections avec précaution. Le RN serait largement en tête, mais en dessous des 289 sièges nécessaires à la majorité absolue. Les chiffres maintenant, des chiffres qui sont en fourchette pour tenir compte des incertitudes, entre 225 et 262 sièges pour l'alliance RN-LR-RN. 262, c'est la fourchette haute, c'est 27 de moins que la majorité absolue. Deuxième bloc bien moins puissant, celui du nouveau Front populaire. Là, la fourchette est plus resserrée, entre 137 et 157 élus selon cette projection. Puis, si vous le voyez en jaune, la majorité présidentielle entre 107 et 133 sièges. Enfin, pour être complet à cela, il faut ajouter entre 62 et 76 députés venus de divers partis, y compris des LR, Canal, historiques. Merci Yann. Anne-Charlène, est-ce qu'on va vers une situation inédite sous la Ve République, une cohabitation sans majorité absolue ? Oui, on a fait subir beaucoup de choses à la Ve République, mais une cohabitation et une majorité relative, en même temps, non. Ça sera la première fois. Qui plus est, il y a majorité relative et majorité relativement relative. Et là, on est vraiment sur une fourchette particulièrement dure, puisque si on a vraiment un groupe majoritaire qui est à peu près 260 avec des alliés, ça signifiera quand même que ça sera difficile de passer la barre, surtout si on compte le groupe LR au chiffre que vous indiquiez, qui est pas énorme non plus. Donc il y aura sûrement une difficulté à gouverner. Est-ce qu'après, s'entendre sur des fondamentaux comme le vote des budgets ou les motions de censure sera possible? Un accord de gouvernance dont parlait Marine Le Pen d'ailleurs dans certains médias, la question méritera à mon avis de se poser au sein du groupe qui obtiendra le plus de sièges. Donc la logique majoritaire, de toute façon, continuera sûrement à gouverner au moment du choix de Matignon. Mais 3 blocs qui se font face de cette manière-là, oui, ça sera compliqué. Ça risque aussi d'être très contre nature pour notre manière de vivre la vie parlementaire. Et on va parler de la coalition. Est-ce que ça veut forcément dire 3 blocs sans majorité absolue qu'on va vers une assemblée ingouvernable, Benjamin ? Tout dépend de ce qu'on appelle ingouvernable en réalité. C'est-à-dire qu'on peut se faire peur, évidemment, si on regarde ce qui s'est passé sous la Ve République avec ses majorités absolues disciplinées. Mais si vous regardez ce qui se passe dans tous les pays étrangers qui sont des régimes parlementaires avec une assemblée élue à la proportionnelle, c'est pas si exceptionnel que ça. Ce qui est certain, c'est que le chiffre clé de ces prochaines années, au moins de la prochaine année jusqu'à ce qu'on puisse potentiellement redissoudre, ça va être 289, c'est-à-dire la majorité absolue. Si jamais, comme Emmanuel Macron l'a annoncé en Conseil des ministres, on ne fait pas alliance avec la France insoumise et qu'on ne fait pas également alliance avec le RN. Ça veut dire que si votre total RN plus la France insoumise égale supérieur à 289, vous pouvez tenter de constituer un gouvernement alternatif à un gouvernement Rassemblement National, mais ça veut dire que vous donnez le bouton de la chute du gouvernement soit à Marine Le Pen, soit à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ce faisant, on rentre dans une période où on a un gouvernement minoritaire qui ne dépendra pour survivre que de ses opposants. Par ailleurs, avec une coalition de la Carpe et du Lapin, parce qu'on peut dire, oui, on va faire l'Union des centres et tout, c'est merveilleux, mais mettez Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Sandrine Rousseau et le Parti communiste dans un même gouvernement, ou au moins dans une forme de coalition, et faites-leur voter un budget, ça risque d'être rigolo quant à la tête du budget. Donc, il va y avoir quand même un enjeu, vous voyez. Potentiellement, ça peut tenir. Ça peut tenir via un gouvernement technique, ça peut tenir via un gouvernement d'union nationale, mais ça va être compliqué. Quant à l'idée de donner à Jordan Bardella les clés de Matignon, très bien, mais là encore 289. Vous nommez Jordan Bardella, il a 260 députés, ça ne tient pas s'il n'y a pas un groupe qui accepte de s'abstenir, comme c'était le cas des LR durant la précédente législature. Le groupe qui s'abstiendrait pour laisser vivre un gouvernement Rassemblement National, il contribuerait probablement à une forme de stabilité, mais évidemment, dans l'opinion et dans la réputation, c'est quelque chose de lourd à porter. Anne-Charlène, juste peut-être une petite question très pratique. Qu'est-ce qui se passe si dimanche soir, il n'y a aucune majorité absolue, donc une difficulté à trouver un Premier ministre? Est-ce que, concrètement, dans les prochains jours, c'est le gouvernement actuel qui se maintient? Ou est-ce que, quoi qu'il arrive, le gouvernement démissionne dimanche soir? Alors, nous avons comme seul bouée de sauvetage l'article 8 de notre Constitution qui dit « Le président de la République nomme le Premier ministre ». Donc voilà les seules informations constitutionnelles qu'on est en mesure de donner de manière certaine. Le reste n'est que coutume, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la coutume républicaine qui veut qu'un gouvernement battu aux élections vienne présenter le soir même sa démission auprès du président de la République. J'ajoute que Jean Castex, qui finalement a été maintenu, l'avait également fait. Donc, que le gouvernement Gabriel Attal présente une démission me semble être une certitude. Que le président de la République l'accepte n'en est pas une.
Néanmoins, la question de la survivance de l'ancien gouvernement me semble être tendancieuse à partir du moment où elle n'est pas, en quelque sorte, admise comme une solution de transition. Donc, le test qui sera celui de ce gouvernement maintenu, ça serait le 18 juillet, c'est-à-dire la première réunion de l'Assemblée nationale avec cette question de savoir si, oui ou non, on arrive à se maintenir, quelle sera la présidence de l'Assemblée, qui se mettra en accord avec qui, ça sera vraiment compliqué. Le président de la République n'a encore pas de pouvoir lié en ce qui concerne le choix du Premier ministre. Il pourrait vraiment choisir même quelqu'un issu de la société civile. Mais encore une fois, la coutume et la logique veulent que ce soit le groupe majoritaire qui désigne son leader naturel, puisque sans cela, la motion de censure pourrait à nouveau s'activer. Donc la logique institutionnelle voudrait que le groupe majoritaire propose quelqu'un ou propose... ce qui a l'air d'être le cas du groupe Rassemblement National, une forme de chaise vide en se sortant du jeu institutionnel, à charge pour eux ensuite de bien l'expliquer à leurs électeurs, parce que ça risque d'être quand même compliqué dans l'opinion, et de laisser ainsi la place à des négociations. C'est pas vraiment le président de la République, en réalité, qui est, à mon avis, le chantre de cette recherche du gouvernement alternatif. Normalement, ce sont les assemblées qui viennent désigner qui est leur candidat légitime. Donc, si vraiment on a une politique de la chaise vide, si c'est certain, si le Rassemblement national fait ce refus, eh bien, ça sera le président de la République qui sera mis en face d'un choix fait par l'Assemblée nationale et certains groupes, comme l'a dit Xavier Bertrand, un groupe qui accepte de se mettre autour de la table, finalement, de présenter un gouvernement. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un gouvernement composite, ni même un gouvernement qui philosophiquement apporte une coalition, c'est vraiment juste un gouvernement qui joue au mistigri, c'est-à-dire tenir les motions de censure. C'est la seule chose qu'on demandera à ce gouvernement, parce que j'entends souvent la petite musique suivant laquelle il faut changer de président de la République pour débloquer cette situation. Il faut savoir que le changement de président de la République n'aura aucun effet sur l'Assemblée nationale, qu'on est obligé, c'est l'article 12 de la Constitution, de garder pendant 1 an. Donc jusqu'au 9 juin 2025, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques à la présidence de la République, on gardera cette Assemblée nationale. Et même s'il y a une nouvelle présidentielle. Il va nous en falloir, même s'il y a une nouvelle présidentielle. Ça, c'est important de le préciser. Il faut un gouvernement pour fonctionner, donc blocage institutionnel, il n'y a pas le choix, impossible. Est-ce qu'une coalition, elle est politiquement possible? C'est pas la tradition française. C'est pas la tradition française, mais attention à l'essentialisme. C'est-à-dire, si vous lisez des auteurs de la fin de la Troisième République qui vous disent, vous savez, le présidentialisme, c'est contre la tradition française, nous sommes un vieux régime parlementaire, jamais il n'y aura un président puissant en France. En fait, c'est les institutions qui font les cultures politiques. Les gouvernements techniques dont on parle, c'était pas dans la culture politique italienne, mais quand vous avez la pression des marchés et que vous n'avez pas de coalition, il faut bien trouver une solution. Les grandes coalitions à l'allemande, entre le SPD, la CDU, CSU, c'est pas vraiment dans la culture politique allemande, mais vous faites là aussi contre mauvaise fortune bon cœur, il n'y a pas d'alternative. Donc non, c'est pas en effet dans notre tradition politique récente, et oui, vous avez un personnel politique qui va se trouver relativement en porte-à-faux parce que vous allez avoir des alliances de bric et de broc. Néanmoins, si on est contraint, eh ben, ce sera peut-être pas la tradition, mais il faudra le faire quand même. Par ailleurs, rajoutons 2 choses. D'abord, les Français ne sont pas fondamentalement défavorables au gouvernement dans lequel vous avez des pouvoirs contre pouvoirs. Regardez la cote de popularité des présidents et des premiers ministres en période de cohabitation. Ça permet, entre guillemets, de donner une meilleure représentation parce que chacun trouve une sorte de représentant au sein du couple exécutif et donc ça donne le sentiment d'une meilleure représentativité. Si vous regardez les pays où on a une proportionnelle, il y a un sentiment d'adhésion aux politiques publiques plus grande. On a notamment des études sur l'Allemagne qui montrent que si jamais il y a 50% des électeurs qui ont voté pour l'un des membres de la coalition, ça veut dire que, il y a 50% des électeurs qui se sont un peu représentés par cette coalition et qui donc a un regard plus amène vis-à-vis de ce qui est mené. Quand vous avez, en 2017, 60% des députés La République En Marche qui représentent 34% des votants au premier tour et 17% des inscrits, ça crée peut-être de la stabilité parlementaire, mais ça crée également de la fragilité politique. Donc attention. En revanche, ce qui peut être relativement dangereux, c'est que là, il est en train de nous arriver un peu ce qui se passait sous la 4e République. Ce qui fait tomber la 4e République, c'est pas les institutions, c'est pas la Constitution de la 4e République. Elle ressemble aux constitutions des régimes parlementaires voisins. C'est que vous avez 30% de communistes. Vous ne pouvez pas vous allier avec eux, on est en pleine guerre froide. 15% de gaullistes. Vous ne pouvez pas vous allier avec eux parce que De Gaulle ne veut pas et qui sont contre la 4e République. Il vous reste quoi? Il vous reste un micmac de formations centristes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, mais qui constituent le champ des alliances possibles pour former des gouvernements. Évidemment, c'est fragile et ça tombe. Tout à l'heure, on parlait motion de censure. Admettons qu'il y ait une grande coalition. PC, ELV, PS, Horizon, Modem, Renaissance, LR. C'est baroque et ça veut dire que n'importe quel leader de l'un de ces partis appuie sur le bouton, c'est fini. Donc quand bien même
on ait une coalition et un gouvernement qui ne dépendent ni de Marine Le Pen ni de Jean-Luc Mélenchon, comprenez que la stabilité sera limitée et que ça ne peut être à terme qu'une solution transitoire. Est-ce qu'on va alors vers la fin de la Ve République ? Pour ça, il faudrait pouvoir réviser la Constitution, au bas mot, et ça va être compliqué dans les temps à venir. Donc, qu'il y ait une réflexion de long terme, pourquoi pas, mais je pense qu'on ne peut pas annoncer aux Français qu'on aura un système plus ou moins limité et qu'on doit changer les institutions. Ça m'étonnerait que la proportionnelle soit la première priorité d'un gouvernement technique ou d'unité nationale. Néanmoins, je rejoins ce qui a été dit sur la 4e République, c'est-à-dire qu'en fait, on a vendu la 5e République comme un plus jamais ça, c'est-à-dire enfin stabilité, enfin Assemblée nationale composée de manière à tenir son budget. Et ici, finalement, elle est elle-même dépassée par la vie politique. C'est pour ça que j'aimais bien quand nos cours s'appelaient droit constitutionnel et institutions politiques, puisque je crois que le droit constitutionnel est peu de choses sans les institutions politiques. Donc, il y a en effet un risque énorme d'instabilité, un risque énorme aussi de temps parlementaire absolument allongé. On a un peu mieux l'habitude ici au Sénat, mais beaucoup moins à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on se dit coalition ou gouvernement technique, mais ce sera sûrement une gouvernance très affadie sur le plan politique. On risque d'avoir ce qu'on peut appeler le standard de la bonne gestion des affaires courantes, qui soit à tenir pendant un an. Mais encore une fois, nécessité fait loi. Et si c'est le choix des électeurs d'avoir à ce point-là 3 groupes fracturés qui se font face, l'Assemblée nationale fonctionnera à minima. C'est le jeu. Avant de revenir à la partie politique, une petite question constitutionnelle. Est-ce que la Constitution, elle nous protège d'une crise de régime, ou pas ? Comment dire, la Constitution ne prévoit pas la manière dont les partis politiques vont l'interpréter. Donc, une situation à 3 blocs, non, la Constitution ne l'a pas complètement présagé, mais c'est heureux. La Constitution prévoit des mécanismes de vote de la loi et ceux-ci fonctionneront à charge pour les partis de tenir la barre des motions de censure. Ouais, on va revenir à la politique, puisque vous en parliez un peu, sur une coalition qui serait, alors je reprends l'expression de Benjamin, de briques et de broc. Est-ce que ça peut tenir ? Est-ce qu'on peut avoir une coalition centrale au moment où les extrêmes n'ont jamais été aussi puissants dans le pays ? Alors on peut avoir une coalition centrale. Il y a 2 questions qui se posent. Est-ce que cette coalition est stable ? Et on a évoqué le fait qu'elle ne le serait probablement pas. Et il va peut-être falloir faire le deuil des gouvernements de 5 ans avec un président de la République qui dit « là j'ai décidé de changer de Premier ministre parce que je suis le président de la République ». Non, on peut avoir une assemblée qui renvoie les gouvernements. On a évoqué des scénarios, gouvernement d'union nationale, gouvernement technique, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. On peut avoir pendant quelques mois, par exemple, parce qu'il va bien falloir passer les JO, un gouvernement technique, puis il faut bien faire passer un budget. Et donc, le budget avec un gouvernement technique, ça peut être plus facile. Vous pouvez avoir un Rassemblement national qui dit « moi, ce budget, clairement, je ne l'aime pas. Il va contre mes électeurs, je ne le voterai pas. Mais en revanche, il passe par 49 alinéa 3, je ne vote pas la motion de censure. » Donc ça peut permettre de mettre de l'huile dans les rouages, de faire passer le budget, et ensuite, si c'est le pugilat à partir du mois de janvier, parce que le budget est passé et qu'on peut attendre jusqu'en juillet en étant dans une sorte de pugilat absolu, eh bien, ça sera peut-être plus facile à gérer. On peut changer, ne plus avoir de gouvernement technique, mais avoir un gouvernement plus politique. On peut avoir une succession des solutions. Donc ça, c'est en effet tout à fait possible. La question ensuite, c'est à qui ça profite ? Quand vous regardez ce qui s'est passé en Italie, le gouvernement technique, ça n'a pas si mal marché. Il y a un parti qui s'est mis à l'extérieur et qui a dit « jamais, moi, je ne soutiens ça », c'est le parti de Giorgia Meloni, frère d'Italie. Et donc, celui qui aura la capacité à s'extraire de la chose en disant « qui est arrivé au pouvoir derrière ». Exactement. Ça n'est pas mon bilan et je ne cautionne pas, eh ben, incarnera l'alternance à une forme, en effet, de modus vivendi, sans vrai programme, sans vrai fond. Et ça, c'est une vraie force propulsive politique. Ce qui va poser pour les partis et pour les groupes politiques un enjeu à la fois d'ambition, parce qu'a priori, prochaines élections en 2025, s'il y a redissolution, ou au moins en 2027, et ils s'y préparent tous, et en même temps de responsabilité. Si le RN a 220 députés, et qu'il est nécessaire qu'il s'abstienne au moins sur les motions de censure pour que ça tienne, le RN va se trouver face à une forme de dilemme. Soit il engrange, en disant « jamais je ne soutiendrai ça », soit il fait tomber les gouvernements, et il est responsable de l'instabilité. Idem pour la France insoumise. On va avoir une stratégie parlementaire assez byzantine, à la fois d'alliance, de soutien, d'exit de la part des partis. Ça va être assez intéressant, ça va être assez 4e République, ça va être assez florentin. Non, alors effectivement, si on a en tête l'exemple italien, Charlène, est-ce qu'il y a un risque que cette coalition qui pourrait aller du PC au LR renforce le Rassemblement national au final? Pourquoi pas? Moi, j'ai en tête une solution dont on a peu parlé, c'est qu'on n'aura pas la solution le 8 juillet. On est tous très pressés, c'est normal, on est dans une situation de telle improvisation. Mais à mon sens, le gouvernement RN est
à l'heure actuelle sur un refus d'obstacle, sans majorité absolue, nous n'irons pas, ce qui en soi est électoralement tout à fait courant. La ficelle est grosse et on l'a tous perçu. Mais en période de majorité relative, je vois mal le Rassemblement national, dès le départ peut-être, refuser ce poste-là. Pourquoi ne pas attendre la première motion de censure et le budget précisément pour avoir cet argument « j'ai essayé, on ne me donne pas les moyens ». Et je crois que là encore, ça renforcerait complètement l'argument en leur faveur, puisque, en quelque sorte, l'idée que le système empêche au Parlement, enfin au groupe majoritaire de gouverner, pourrait encore imprimer dans l'opinion. Et j'ajoute un point. Il est probable, comme le disent certains analystes, que au fond, le groupe Rassemblement national n'ait pas une appétence particulière pour aller au gouvernement dans cette période de cohabitation et de majorité relative, notamment parce que l'essentiel de leur programme repose sur des révisions de la Constitution qui, aujourd'hui, institutionnellement, seront impossibles. Donc, est-ce que dans l'opinion, cette idée d'une impossibilité de gouverner d'un parti qu'ils ont pourtant choisi ne nourrira pas l'idée d'un ticket gagnant en 2027 avec l'intégralité de ce que Emmanuel Macron a appelé les clés du camion, c'est-à-dire la révision constitutionnelle, la présidence, le référendum et l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut craindre, c'est-à-dire arriver à ce que ce parti fédère auprès de lui les frustrations de régime, finalement. C'est ça qu'on peut craindre, je crois. Oui, c'est-à-dire que l'absence de majorité absolue peut bénéficier à Jordan Bardella et Marine Le Pen en vue de 2027. Très probablement, tout bêtement, parce que s'ils vont au gouvernement et que vous avez une majorité relative, il y a évidemment un effet déceptif. Parce que quand bien même il n'y a pas de motion de censure qui renverse un gouvernement Bardella, il faut bien comprendre que vos lois, il va falloir les négocier. Vous les négociez avec qui? Certaines pourront passer grâce à LR, etc. Mais ça va quand même être compliqué. Vous allez être empêché par votre majorité relative, les 49 alinéa 3, outre le fait qu'ils ont dit qu'ils ne s'en serviraient pas, ce qui montre que peut-être n'ont-ils pas envie en effet d'entrer au gouvernement et que c'est une façon de faire une promesse gratuite parce que vous n'avez guère le choix quand vous avez une majorité relative. Eh bien, ça veut dire que vous avez le Conseil constitutionnel sur le dos, l'Union européenne, un président qui vous enquiquine et qui plus est, vous devez construire des majorités texte par texte. Ça fait de la vie d'Elisabeth Borne ces derniers mois une forme de vie facile pour un Premier ministre par rapport à ce que serait la vie de Jordan Bardella. Donc vous comprenez bien que l'effet déceptif dans l'électorat risque d'être gigantesque. Et donc pour cette raison-là, mieux vaut en effet être le principal groupe avec quand même, vu le nombre de voix qu'ils ont fait, une manne financière gigantesque, parce que, évidemment, c'est sur le premier tour des législatives que est indexé le financement de la vie politique. Et donc, ce faisant, vous avez un parti qui est riche, un parti qui a un groupe gigantesque avec tout ce que ça signifie en termes d'ingénierie, collaborateurs, etc. Donc qui peut monter un programme, qui peut monter en gamme et qui peut se préparer de manière extrêmement sereine pour les élections de 2027 en disant « Regardez le bilan du gouvernement technique ou du gouvernement d'union nationale, vous ne l'aimez pas, moi non plus. Heureusement, nous sommes l'alternance. » Donc la mise en récit est parfaite pour le Rassemblement national. Bien plus qu'une arrivée chaotique à Matignon, le fait d'être le premier opposant et d'être un opposant qui apparaît de plus en plus prêt à gouverner favorise, et là je suis absolument d'accord avec ce que évoquait Anne-Charlène, son arrivée en 2027 où, tenant la présidence, il espère pouvoir modifier la Constitution, rentrer dans un bras de fer au niveau de l'Union européenne et in fine appliquer réellement son programme pour qu'il ne déçoive pas les électeurs. Un petit mot peut-être, puisqu'on est ici au Sénat, sur quel peut être le rôle du Sénat en cas de cohabitation avec une majorité relative. Le rôle du Sénat, pour moi, a toujours été un peu le même sous la Ve République et on peut peut-être même remonter dans l'histoire. Le Sénat est une chambre de stabilité qu'on a même souvent taxée d'attentisme et on va dire de goût des prérogatives, parce que le Sénat déjà vivra peut-être une vague de Rassemblement national, mais forcément une lame rompue puisqu'il se renouvelle partiellement. Et puis le Sénat aura ici, à mon avis, un contre-pouvoir essentiel qui est celui des lois constitutionnelles. Si on a affaire à un gouvernement Rassemblement national, même en majorité absolue, l'idée de pouvoir ne pas actionner ce levier et s'opposer sera évidemment quelque chose de tout à fait précieux dans l'opinion et en faveur du Sénat. J'ajoute que si le Sénat a vraiment envie d'être un contre-pouvoir, il a tous les moyens pour l'être. Les commissions d'enquête, on l'a vu avec l'affaire Benalla et autres. Les questions au gouvernement, il y a dans le contrôle du Sénat de l'action du gouvernement, qui fait partie de notre article 24, une vigueur qui peut tout à fait lui donner un rôle important dans cette nouvelle vie politique. Et puis aussi l'image d'un après-midi au soleil, c'est-à-dire que les travaux parlementaires risquant
d'être soit chaotique, soit tout à fait attentiste au niveau de l'Assemblée nationale. Le Palais du Luxembourg en tirerait l'image d'une Assemblée plus apaisée. Exactement l'image qu'elle a eue d'ailleurs durant la réforme des retraites, ce qui a expliqué qu'elle soit la première Assemblée saisie de la loi immigration. Donc elle a déjà peut-être accompli cette mue, la Chambre dont nous parlons, et je crois qu'elle sera sûrement un peu ce halo de vie parlementaire un peu plus sereine. Merci pour vos éclairages. Merci à tous les deux. On va continuer à parler de ces législatives. C'est à la une de la presse régionale avec Yann. On va évidemment voir ce qu'il y a à la une de la presse régionale. On parle beaucoup des législatives et du second tour. Oui, c'est le cas notamment de la Provence qui s'intéresse aux électeurs qui ne veulent pas choisir entre extrême droite et extrême gauche. Avec les plus de 200 désistements, il y a plusieurs cas de duel entre un candidat RN et un candidat LFI. Alors le quotidien donne la parole à ceux, électeurs et élus, qui ont choisi de voter blanc au second tour. Des électeurs qui ont parfois envie de faire un double barrage et qui se retrouvent sans solution une fois dans l'isoloir. Une Marseillaise citée par le quotidien résume la situation insoluble en citant une phrase qu'elle attribue à Winston Churchill. Les fascistes de demain s'appelleront les antifascistes. Et elle ajoute, pour moi, dimanche, ce ne sera ni ceux d'aujourd'hui, ni ceux de demain. On reste dans le sud avec le Midi Libre qui s'intéresse au vote de la colère. C'est la une. Et le quotidien s'intéresse et donne la parole à un économiste qui a mené une grande étude en analysant 160 000 comptes Twitter. Une étude sur les émotions exprimées par les Français. Et il en ressort que la colère domine largement. Il la retrouve dans 35% des conversations. Et surtout, elle a augmenté de 66% depuis les Gilets jaunes. Autre enseignement, ces émotions négatives sont particulièrement marquées chez les abonnés aux comptes du RN ou de LFI. On entend souvent que les électeurs RN sont inquiets. Pour l'économiste, ça n'est pas le cas du tout. Lui retrouve essentiellement de la colère, une envie de renverser la table, de prendre des risques plus que de jouer la prudence. Allez, un peu de légèreté, parce qu'on est au mois de juillet, c'est quand même bientôt les vacances. La Côte d'Azur se prépare à accueillir les touristes en masse. Oui, et c'est le retour du bruit pour les Riviens, de la légèreté, mais pas forcément des bonnes nouvelles. Regardez cette injonction en une de Nice Matin. Trop de bruit, titre le quotidien. Le journal qui veut alerter avant que la pleine saison ne commence et qui rappelle que 2 établissements ont récemment été sanctionnés à Nice. Des fermetures administratives temporaires pour des bars qui n'ont pas fait assez pour respecter la tranquillité des habitants. On va à l'autre bout de la France, à Calais, dans le Nord. C'est là qu'est la flamme olympique. Oui, c'est l'occasion de se rappeler que les JO, ça commence dans 3 semaines. Et la Voix du Nord rapporte à quel point ça fait du bien, cette actualité positive. Il y avait beaucoup de monde tout le long du parcours dans le Pas-de-Calais. Certains ont patienté plus de 4 heures pour assister au passage de la flamme, parfois sous une pluie battante comme au départ de Calais. Et pourtant, il y avait une grande foule. La torche a d'ailleurs prouvé son efficacité, puisqu'elle est suffisamment bien conçue pour ne pas s'éteindre sous des trompes d'eau. C'est bien fait, hein. Ouais. Benjamin, on parle de votre livre ? Tout à fait. Il est sorti. Un livre combien d'actualité ? Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours. Chez Passé Composé, tout à fait. Une histoire du Parlement depuis la Révolution, dans lequel on finit à la fin quand même par parler un peu des événements actuels. Mais ça reste un épiphénomène dans une longue histoire. Merci Benjamin, merci beaucoup Anne-Charlène, merci d'avoir été avec nous. Merci Yann et merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h, Thomas Hugues, Sens Public, et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.